Le Conservatoire des frégates ensevelies, épisode 4, l'apport de l'archéologie sous-marine. Napoléon souhaite combattre les Anglais par une guerre économique, en empêchant son adversaire de commercer. Dans ce contexte, une division composée des frégates l'Ariane, l'Andromaque et du brick Mamelouk part aux Antilles. Une guerre de course s'engage, plusieurs prises sont réalisées et des prisonniers capturés. Après 4 mois de mer, le 22 mai 1812, la division revient en Bretagne et s'apprête à entrer dans le port de Lorient. Mais, cachée derrière l'île de Groix, surgit une frégate et un brick anglais. Le combat s'engage alors. Pour reconstituer cet événement, on a eu recours aux archives et à l'archéologie sous-marine. Elles sondent les épaves, fait découvrir des vestiges d'une époque passée. Les découvertes donnent à comprendre notre histoire. Ainsi, les archéologues de la Société d'archéologie et mémoire maritime reviennent sur le site d'Échouage pour compléter leurs connaissances. Le site a déjà été fouillé il y a 30 ans, mais vous n'avez pas tout repéré. C'est ça le but aujourd'hui, c'est de vraiment bien localiser les 2 épaves. Voilà, alors il y a une trentaine d'années, on a eu plusieurs autorisations. C'est des opérations qui ont été menées par Bernard de Maisonneuve pour la première et par moi pour les 3 suivantes, qui à l'époque était un sondage où on a eu des autorisations de remonter du mobilier, lequel mobilier se trouve au dépôt de Nantes, au dépôt archéologique de Nantes, et on envisage dans les années à venir de pouvoir rouvrir parce que nous n'avons exploré qu'un quart à un tiers d'une des 2 épaves. Ça veut dire qu'il reste un travail énorme sur le site. Ce sont des épaves historiques d'un grand intérêt. On va mieux comprendre la vie à bord, on va mieux comprendre l'armement nous est connu, mais tout ce qu'ils avaient pu capturer, ils ont capturé une vingtaine de bateaux étrangers pendant cette campagne assez longue. Et donc, on a beaucoup de choses à apprendre de ce site-là, des guerres napoléoniennes sur mer qui sont assez mal documentées, puisqu'on a beaucoup écrit sur Napoléon à terre, mais assez peu en mer. Il avait le mal de mer. Paraît-il, c'est ce qu'on dit, oui. On dit qu'il a hésité à un moment donné entre la marine et l'infanterie, et qu'il a choisi l'infanterie parce qu'il était effectivement malade en mer. Les frégates ont brûlé, donc tout ce qui est bois, de toute manière, n'a pas été conservé. Donc c'est plutôt du mobilier, du métal, de l'armement. Qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, on cherche rien précisément. Là, on va essayer déjà de mettre en place. Alors, quand un bateau brûle, effectivement, les bateaux étaient échoués. Ils ont mis le feu de façon à ce que les Anglais ne puissent pas s'en saisir. Mais ça ne coule jamais entièrement. Les fonds de coque sont en général protégés par l'eau, justement. Au fur et à mesure que la mer monte, ça recouvre les épaves. Et donc, on est susceptible de trouver également de la charpente. Cette charpente-là, en tant qu'archéologue, ça ne nous intéresse pas ça n'a pas un grand intérêt dans la mesure où on connaît les plans, on sait où elles ont été construites, on connaît le chantier où ça a été fait, le chantier de Crucy. Donc c'est pas tellement le but de cette épave-là, de ces 2 épaves-là. Le but, ce sera essentiellement de comprendre le mobilier qui est à l'intérieur et aussi la vie à bord de ces équipages qui partaient pour de longues périodes, voir un petit peu dans cette période charnière, comprendre un petit peu comment se faisait la vie, comment étaient équipés les gens, etc. Mais par exemple, on sait qu'ils ont saisi beaucoup de choses sur les bateaux. Qu'est-ce qu'ils ont saisi, pourquoi ils ont saisi, etc. Donc on a plein de choses à apprendre. Il faut rester très très ouvert dans ce qu'on recherche. On ne va pas chercher quelque chose de particulier, on va aller regarder ce qu'il y a. Si on fait une fouille, et donc pour l'instant, on en est à la première nouvelle étape avec les nouveaux moyens dont on dispose pour faire un travail de professionnel dans de bonnes conditions. Et là, vous allez faire ces relevés parce que vous avez eu l'accord du DRASM. Sinon, on n'a pas le droit d'aller se promener dessus. Absolument. Alors, se promener, on peut toujours passer sur le dessus. Il y a des gens qui mettent des casiers, d'ailleurs, dans cette zone-là. La plongée y est interdite par un arrêt de la préfecture maritime. Donc, la plongée dans tout le secteur est interdite parce que c'est un site classé. Et à partir de là, pour une épave historique, et à partir de là, les douanes, les affaires maritimes, les gendarmes maritimes contrôlent régulièrement la zone et sont à l'affût de toute personne qui essaierait de plonger. Parce qu'on a encore beaucoup de mobilier affleurant.
Et à la suite des tempêtes, il arrive fréquemment qu'un petit canon en bronze apparaisse ou que des douelles de tonneaux apparaissent ou des choses comme ça. Donc c'est une zone fragile, elle est très très bien protégée par un sable qui est de bonne qualité et qui assure une protection. C'est pour ça qu'on l'aborde avec énormément de précautions parce qu'on n'aura pas d'autres épaves de cette qualité-là dans la région de l'Orient, en tout cas pas pour l'instant connues. Et on ne fera une fouille que quand on aura réuni toutes les garanties d'une fouille où on fera quelque chose de très bien, qui ira jusqu'à la présentation de tout ce mobilier-là au public, qui est la finalité de l'archéologie. La première finalité de l'archéologie, c'est de comprendre, de travailler, donc plutôt une démarche scientifique, mais la démarche qui prime, c'est la présentation au public, c'est-à-dire la transmission de la connaissance. Oui, ça ne sert à rien de garder ça pour soi. Le sujet, c'est surtout de l'apporter aux autres, quoi. Oui. Alors c'est une notion qui est relativement récente, qui est une recommandation de l'UNESCO, qui est maintenant d'essayer de faire des fouilles sur site de façon à ne pas remonter de mobilier, parce qu'on a trop de mobilier dans les réserves qui ne servent à rien, tout ce mobilier-là s'abîme plus en fait à l'extérieur que telles qu'elles sont. Et donc on privilégiera toujours maintenant l'étude sur site. Et il faut présenter une problématique vraiment importante pour expliquer quel est le but d'une fouille. Et la commission qui est chargée d'attribuer les fouilles, qui se réunit une fois par an simplement, décide pour toute la France de ce qui sera autorisé ou pas. Et donc là, on est passé devant la commission qui a accepté effectivement cette prospection magnétométrique parce que nous n'intervenons absolument pas sur site, nous ne plongeons pas sur le site. Nous ne faisons qu'un relevé absolument passif pour le site, on n'abîme rien. Par contre, on va permettre une meilleure connaissance, non seulement du site, mais également de la technique de magnétométrie pour lequel on a d'autres épaves à rechercher ou à trouver, à comprendre. Donc on va élever le niveau de connaissance et de méthode en même temps qu'une connaissance du site. Je vais vous montrer quelque chose, c'est la passe. On vient de passer ce qui aurait dû être leur passe pour se sauver, là, pour retourner sur l'Orient. Et si on regarde le sondeur ici, on est arrivé à une profondeur inférieure, enfin à 2 mètres à peu près d'eau, pour des bateaux. Pour des bateaux qui avaient un gros tirant d'eau, c'était impossible de passer. En fait, c'est une passe à canotte. Voilà. Ouais. C'était pas pour les frégates. C'était impossible. Ça, ils ne le savaient pas, quoi. Non, parce que l'enseigne de vaisseau qui était censé connaître la zone a été tuée juste avant le combat, pendant le combat. Ah oui. Et donc il avait dit, moi je connais une passe au Grasu pour pouvoir rejoindre l'Orient. Et en fait, la passe dont il voulait parler, c'était probablement la passe juste dans le sud de l'Orient, du Grasu. Et ça a été mal interprété. Ensuite, il y avait de la fumée. Enfin, quand il y a un combat naval, c'était de la folie. Et donc, même là, vous voyez, on n'est pas dans la passe. On arrive quand même sur la zone ici un peu profonde. Et ce que l'on voit ici, on a 3 mètres, 4 mètres d'eau, quoi. Donc même là, il touchait aussi. Quoi. C'était combien le tirant d'eau d'une frégate à l'époque? Je sais plus, moi. 7, 8. Ouais, je crois. 7 mètres. Ouais, peut-être un peu moins. Ouais. Au talon aussi. Le troisième bateau de la compagnie Fertier était un brick et il a pu passer. Le Mamelouk, c'est ça, il a réussi à passer, mais après avoir talonné. Donc, alors qu'il avait un tirant d'eau qui était beaucoup plus faible encore que les frégates. Et donc, il n'y avait vraiment aucune chance pour qu'elle puisse passer là. C'est vraiment une erreur de navigation, une erreur d'évaluation. Il faut essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de Fertier et de Maurice. Ils ont voulu rentrer le plus vite possible parce qu'ils étaient fatigués par la croisière, les bateaux étaient fatigués aussi, sans doute assez lourds. Ils ont refusé le combat alors que probablement ils étaient capables de venir à bout d'un vaisseau. Oui, probablement, oui. Surtout avec l'expérience qu'ils avaient acquise par ces combats, parce qu'on avait aux Antilles, on avait un équipage qui était bien amariné. C'est pas un équipage au départ qui réunissait tout un tas d'hommes. Là, ils avaient déjà 2 mois de croisière dans l'expérience, et à mon avis, ils étaient tout à fait capables. Les forces, comme on dit, les forces en présence étaient en leur faveur, quoi. Pourtant, ce qu'on leur reproche, c'est de l'impéritie, le manque d'expérience, donc c'était pas tout à fait vrai. L'impéritie, c'est pas le manque d'expérience, hein, c'est de la couardise. On a eu peur, on a fui, c'est le refus de combat. L'impéritie doit être comprise, de mon point de vue, comme l'échelon juste avant la lâcheté. Ah oui. Oui.
Donc, Normalement, ça veut dire manque d'expérience, mais C'est bon, ça, faut c'est- interpréter. Quoi. voilà, c'est ça, il faut interpréter. Alors, il faut comprendre l'époque aussi, hein, quand on passait en conseil de guerre, il fallait savoir qu'on risquait quand même sa vie. Hein. Ensuite, ils avaient fait quand même pas mal de choses intéressantes dans cette mission-là. On pouvait décemment pas les punir pour la dernière faute qu'ils aient faite, alors qu'ils avaient capturé un certain nombre de bateaux, libéré pas mal de prisonniers, etc. Donc je pense qu'il y a eu des circonstances et je pense qu'ils se sont arrêtés sur ce mot-là parce que c'était celui qui prêtait le plus à confusion. On a l'habitude dans les rapports de mer de constater a posteriori des arrangements avec la réalité. Un décalage, quoi. en fait. Oui, sûrement. Oui. On peut le lire avec sa sensibilité ou son expérience, quoi. Voilà. Et puis le recul des années Voilà. et le fait qu'on ne soit pas partie prenante. Le Conservatoire des frégates ensevelies, réalisation et prise de son Martine Ouellet, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.